Nous sommes début février 2023 et cela fait maintenant un an quasiment que la guerre a officiellement débuté en Ukraine. Alors ce problème est pour moi un problème relativement important dont on ne mesure peut-être pas encore vraiment l'importance chez nous, parce qu'on se croit tout d'abord relativement à l'abri. On se dit que l'Ukraine, c'est quand même loin, il y a la Pologne, il y a l'Allemagne avant que nous soyons touchés. Si ce n'est que les choses ne fonctionnent peut-être pas exactement de manière aussi simple. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et pour comprendre la complexité et le danger que représente ce problème, il faut revenir sur l'historique de la Russie, ainsi que sur l'historique du peuple russe, qui n'a rien à voir avec notre historique à nous, occidentaux. La première différence, je dirais, réside dans le fait que le peuple russe n'a pas dans son ADN la notion de démocratie comme nous l'avons. Nous ne l'avons pas toujours eu, mais nous l'avons cultivée depuis le siècle des Lumières, pouvons-nous quasiment dire, ce qui n'est pas le cas de la Russie. You don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. Il faut rappeler que jusqu'à 1868, de mémoire, la Russie avait une conscription, c'est-à-dire un service militaire, qui durait 25 ans pour les serfs. Qu'il y avait donc ce servage qui faisait que le citoyen n'avait aucun droit. Il n'existait même pas en tant que citoyen, il existait en tant que serf, c'est-à-dire en tant que matériel humain. Et tout de suite après est arrivée la révolution russe, donc avec tout d'abord la Douma en 1905 et ensuite la révolution bolchevique en 1917, qui a fait basculer le peuple russe d'un servage à une dictature du prolétariat, comme cela s'appelait, avec une nomenclature, la fameuse nomenclatura soviétique, où le citoyen n'avait toujours pas de droits comme nous en avons dans nos pays. Et cela explique qu'à l'époque actuelle, en Russie, il n'y a toujours pas cette culture de la démocratie. Ce qui explique également, entre autres choses, que le peuple russe a du mal à se rebeller là où bien d'autres peuples, comme je pense au peuple iranien en particulier, actuellement, se soulèveraient. Eh bien, dans la population russe, ce n'est pas le cas. Et cela laisse donc présager que même s'il y a certaines petites résistances malgré tout dans la population au moment où il y a une mobilisation partielle, comme cela fut nommé lors de la première mobilisation en décembre 2022, et bien malgré tout la mobilisation se fait. 300 000 hommes ont été mobilisés et sont envoyés au front comme de la chair à canon, comme cela a toujours été le cas en Russie. Cela a toujours fonctionné ainsi, et l'armée russe a réussi à vaincre en utilisant la masse. On voit par exemple qu'à Stalingrad, il fallait 5 chars pour affronter un char allemand. Eh bien, malgré la supériorité des Panzer IV, par exemple en Allemagne, sur les chars soviétiques, eh bien la masse a fait qu'avec d'énormes pertes, l'armée soviétique a finalement vaincu l'armée allemande, beaucoup plus moderne, mais moins nombreuse, à Stalingrad. Donc à l'époque actuelle, nous sommes un petit peu dans ce genre de configuration, où nous avons une population russe de 143 millions d'habitants environ. On pourrait réduire un petit peu du fait qu'il y a eu une très très forte immigration à l'étranger depuis la guerre en Ukraine, plus forte que ce qu'a pu être l'immigration au moment de la révolution bolchevique. Rappelons-le, c'est quand même important. Mais même si on réduit de quelques millions la population russe, on a quand même encore une population d'environ 140 millions d'habitants. Cela constitue un vivier énorme pour différentes futures conscriptions. Nous sommes en début février 2023 et l'économie russe s'est complètement réorientée en économie de guerre. Ce qui veut dire que tout ce qui allait dans le civil avant la construction des voitures, etc., est quasiment stoppé et est déplacé dans une économie de guerre pour la construction de véhicules militaires, entre autres choses. Donc une économie de guerre veut dire que l'ensemble d'un pays
ne vit que pour alimenter la guerre. Et qu'en arrière-plan, en Russie, il y a un énorme vivier humain qui est prêt à être envoyé sans grande résistance au front. La question qui se pose maintenant est la suivante. Combien de personnes peuvent-ils mobiliser? On parle d'une mobilisation actuellement de 1 500 000 personnes potentielles. Mais pour ma part, j'aurais tendance à penser que le vivier de réserve est beaucoup plus important que cela. Sur 143 millions d'habitants, on pourrait imaginer que plusieurs millions de personnes puissent être envoyés au front à partir du moment où l'économie de guerre pourrait subvenir aux besoins de ces nouveaux conscrits en armes, en matériel. Ce qui veut dire que nous avons finalement devant nous, mais pour l'instant je n'ai jamais entendu personne qui soulevait ce problème, nous avons potentiellement devant nous une armée de peut-être 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions de soldats prêts à déferler en Europe. Et ça on n'y pense pas. Pour l'instant, je n'ai vu personne soulever ce problème. Cela veut peut-être dire que cela n'est pas possible, mais pour ma part, j'envisage quand même ce scénario qui me paraît possible à partir du moment où on connaît un petit peu l'histoire russe et les différentes mentalités qui règnent en Russie de par leur histoire, ce qui à mon avis n'est pas assez pris en considération. Alors bien entendu, il s'agit là d'un scénario qui peut être considéré comme un scénario catastrophe, mais si j'ai en tête ce scénario, c'est parce que je me rappelle qu'à une époque où j'étais donc étudiant et où j'ai passé un certain temps dans une fac en Union soviétique à 250 km à l'est de Moscou, des enseignants russes, soviétiques à l'époque, qui nous faisaient des cours de géopolitique en nous montrant une grande carte qui allait de la Grande-Bretagne jusqu'à Vladivostok. Et donc on avait un énorme pays qui était l'Union soviétique à cette époque, et puis une petite bande de terre sur la gauche, donc, qui le regardait d'une manière relativement méprisante. En tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti lorsqu'ils nous ont dit, oui un jour cette petite bande de terre, l'Europe, ce sera soviétique. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, ça m'avait vraiment interpellé. Il y avait quand même un certain sérieux et je pense qu'au bout du compte, les profs que nous avions à l'époque pensaient réellement ce qu'ils disaient. Je pense que dans leur esprit, cette petite bande de terre qui allait du cercle polaire au sud de l'Espagne, en passant par la Grande-Bretagne jusqu'à l'ex-RDA, donc cette bande de terre, pour eux, vu l'immensité de leur pays, qui était l'Union soviétique à l'époque, deviendrait un jour soviétique. Parce qu'à l'époque, bien entendu, dans les années 80, on ne parlait pas encore de chute du mur de Berlin et encore moins de chute de l'Empire soviétique. On n'y pensait même pas. D'ailleurs, cela a été totalement improbable. Nous étions encore loin de l'époque Gorbatchev. C'était l'époque où il y avait encore Brejnev, donc le successeur de Khrouchtchev. Et que, encore à cette époque, je me rappelle, pour ma part, lorsque j'étais étudiant à cette époque-là, en Union soviétique, il n'était pas question de se regrouper à plus de 3 dans la rue, car il y avait, disait-on, conspiration et on pouvait se faire arrêter par la milice, ce qui faisait blêmir n'importe qui, évidemment, vu la dureté de cette milice, donc cette police, qui correspondait ni plus ni moins à ce que l'on connaît en France sous la forme de la Gestapo. Donc j'ai vécu ça, j'ai connu ça, c'est ce qui fait que j'ai une perception de cet esprit russe impérialiste qui considère la Russie comme un empire et non pas comme un État-nation, qui fait que l'empire russe, comme le disent les Russes eux-mêmes, n'a pas de limite. C'est ce qui veut dire que l'empire russe est voué à s'étendre toujours plus. Et donc il y a dans l'esprit impérialiste russe qui est vraiment dans l'ADN du russe, cette notion d'expansion. Et donc l'Ukraine est un caillou dans la chaussure de cet esprit expansionniste russe qui un jour ou l'autre doit sauter, tout simplement. Et c'est en ce sens que la population russe soutient la guerre en Ukraine, en ce sens qu'elle considère cela comme quelque chose de naturel, que ce caillou dans la chaussure de l'Empire russe saute un jour. Voilà donc une perception relativement générale que j'ai de ce conflit que nous vivons actuellement, qui, il est vrai,
peut paraître relativement pessimiste, mais il n'y a ni pessimisme ni optimisme dans ce que je dis. Il y a simplement un constat qui s'appuie sur des connaissances géopolitiques qui remontent, je veux dire, au tsarisme, les différents tsars. Par exemple, si l'on prend Pierre le Grand, à qui se réfère Vladimir Poutine, même si il n'a absolument rien à voir avec Pierre le Grand, qui était une personne qui a réussi à redonner l'accès à la mer Baltique avec une certaine grandeur. Vladimir Poutine, par contre, était un petit voyou des bas-fonds de Saint-Pétersbourg, euh, qui s'appelait à l'époque Leningrad. Et donc, le petit voyou des bas-fonds, qui ne faisait d'ailleurs même pas partie de la nomenclatura soviétique à son époque, à l'époque où il était donc membre du KGB, n'a absolument rien à voir avec la société éduquée de l'époque tsariste à laquelle faisait partie Pierre le Grand. Mais cela ne l'empêche pas d'essayer de s'identifier, de faire croire qu'il a une volonté de grandeur pour la Russie, qu'il identifie à Pierre le Grand, ce qui est totalement faux quand on connaît un petit peu l'histoire. Pour terminer cette réflexion, l'inquiétude que j'ai, c'est le fait que dans les pays occidentaux, pour la majorité des personnes qui connaissent la Russie comme un pays éloigné, pas vraiment sous-développé, mais qui a certes de grandes ressources naturelles, qui finalement ne fait pas peur, eh bien, s'il est vrai que ce pays n'a pas le niveau technologique que nous avons dans nos pays, il y a la masse. Et que cette masse a très souvent permis aux Russes de gagner des batailles, voire des guerres. Prenons par exemple la campagne napoléonienne qui s'est soldée par un lamentable échec, encore une fois, du fait de la masse et du froid bien sûr, de l'hiver rude qu'il y a en Russie et dans les plaines ukrainiennes à cette époque-là. Il y a la masse qui leur a permis de remporter. Et je pense que c'est exactement cette stratégie qu'applique Vladimir Poutine en s'appuyant sur le vivier humain absolument énorme dont il dispose. Sachant que pour Poutine, seul compte la grandeur, au détriment de la valeur humaine. C'est là encore un paramètre que nous ne prenons pas assez en considération, car dans nos pays démocratiques, nous faisons passer la valeur de la vie avant la grandeur. Alors qu'en Russie, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte finalement, c'est le résultat, c'est-à-dire la grandeur, par exemple, d'une bataille comme Stalingrad qui a été gagnée au prix de milliers et de milliers de vies. Au bout du compte, ces vies ne sont pas prises en considération. La seule chose qui est prise en considération, c'est la grandeur qu'il en ressort pour eux. Eh bien, je pense que c'est exactement dans cette même situation que se trouve la Russie actuelle de 2023 face à l'Ukraine et face à l'Europe. La Russie d'aujourd'hui se trouve embrigadée dans une dynamique de grandeur impérialiste qui les prépare à sacrifier des milliers, voire des millions de vies pour se déverser sur cette Europe qui lui résiste depuis tellement longtemps, pour en faire un continent enfin complet qui irait des îles britanniques jusqu'à Vladivostok. C'est, je pense, le rêve du peuple russe. Même si généraliser n'est pas raison, il y a, je pense, cet esprit général dans l'inconscient collectif russe, dirons-nous, qui pour nous est clairement un danger. Parce que cela voudrait dire que si les Russes arrivaient à leur fin, eh bien cela signifierait ni plus ni moins la disparition de ce que nous sommes. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Et cela reviendrait finalement, à long terme, cela peut se faire sur l'échelle de 50 ou de 100 ans, à un statu quo, le continent européen, sous la coupe de la Russie. C'est malheureusement peut-être ce vers quoi nous tendons sans le savoir, et ce qu'il faut envisager pour éventuellement s'en prémunir. Yes, we have to agree to disagree for this one last time.
pretty weird that day when we did not exchange our hello.